Bonjour chers amis, bonjour le monde. Dans cette vidéo, j'aurai pour but de vous apprendre à comment rédiger intégralement un exercice sur la force de Lorentz. Sans toutefois tarder, nous passons donc à la lecture du sujet. Exercice. Après le cours sur l'étude d'un mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique uniforme, un groupe d'élèves d'un lycée de la région se décide de déterminer un élément inconnu grand X, découvert dans le laboratoire du lycée. Le responsable du groupe place l'élément grand X dans la chambre d'ionisation de l'appareil du laboratoire représenté ci-contre. Elle produit des ions X N+, qui sont introduits avec une vitesse nulle en P1. Dans une chambre d'accélération où ils sont accélérés vers la plaque P2. En P2, par une petite ouverture en haut, les ions pénètrent avec une vitesse, vecteur vitesse V0, horizontale, dans une région où règne un champ magnétique uniforme, B, perpendiculaire au plan de la virgule. Point. Les ions sont détectés au collecteur C. Point. La masse des ions est notée M et petit n est un nombre entier positif. On négligera le poids des ions devant les autres forces. 1. Particules dans la chambre d'accélération. 1.1. Donne le nom et le rôle de cet appareil. 1.2. Représente qualitativement la force électrique Fe exercée sur un ion. En déduit la direction et le sens du champ électrostatique E, ainsi que le signe de la tension UP1, P2 entre les plaques UP1 et P2. 1.3. Explique la vitesse V0 des ions en haut, en fonction des paramètres cités dans le problème. 2. Particules dans la chambre de déviation. Indique le sens du champ magnétique B pour que les ions parviennent au collecteur C. 2.2. Détermine la puissance instantanée de la force magnétique Fm. 2.3. Détermine la vitesse Vc en C. 2.4. Exprime en fonction de M, petit n, petit e, B et U la distance OC. 3. Exploitation des données antérieures. Une étude antérieure montre que grand X est un isotope de l'un des ions suivants: Ni2+, Al3+, Cu2+, Ag+. 3.1. Calcule numériquement OC correspondant à chacun des 4 ions. 3.2. On trouve OC égal à 299,4 cm. On déduit l'élément X. Donné masse molaire atomique en grammes par mol. Ni 59, Al 27, Cu 63,
AG 108. Petit e, 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Entre P1 et P2, on applique une différence de potentiel U qui est égale à UP1 P2. B égale à 1 Tesla et U égale à 1000 volts. La masse égale à grand M sur le nombre d'Avogadro qui est égal à 6,022 10 puissance 23 mol moins 1. Chers amis, nous allons donc passer à la correction de ce sujet. Merci. Bonjour chers amis, dans cette vidéo, j'aurai pour but de vous apprendre à faire des exercices sur force de Lorentz, le mouvement d'une particule chargée dans un champ magnétique. Nous avons donc là un exercice de spectrographe de masse ou appelé spectromètre de masse. Ici, l'on est dans la chambre d'accélération. Dans la chambre d'accélération, il existe un champ E. Dans la chambre de déviation, il existe un champ magnétique P. Le champ E fait venir une force appelée force électrostatique. Quant au champ B, fait venir une force appelée une force magnétique. Dans un dispositif où règne à la fois un champ magnétique et un champ électrostatique est appelé filtre de vitesse. C'était donc un petit résumé. Ici, donc, nous avons donc un exercice et nous sommes dans la première partie, particules dans la chambre d'accélération. Il s'agit donc de cette chambre où les plaques sont appelées P1 et l'autre P2. L'on demande à un de donner le nom et le rôle de cet appareil. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Quel est le nom de cet appareil? Alors, nom de cet appareil. Il s'agit d'un spectrographe de masse ou spectromètre de masse. Chers amis, son rôle. Quel est le rôle du spectrographe de masse? Le spectrographe de masse permet la détection et l'identification de la molécule de masse. Il permet la détection et l'identification des molécules de... Chers amis, il s'agit donc du spectrographe de masse ou du spectromètre de masse. Son intérêt ou son rôle permet de détecter et d'identifier des molécules de masse. Chers amis, parlons à présent de la question 1-2. Il s'agit là de représenter qualitativement la force électrique Fe exercée sur un ion. Représentons qualitativement la force électrique Fe exercée sur un ion. En plus de répondre à cette question, il faudrait donc aussi décrire la direction et le sens.
du champ E. Après avoir représenté qualitativement la force électrique FE sur un ion, il faudrait aussi déduire la direction et le sens du champ E. Chers amis, nous sommes toujours dans la chambre d'accélération. Nous allons représenter cette chambre. Il s'agit là de la chambre d'accélération. Nous sommes entre P1 et P2. Une fois que nous savons ces différentes informations, nous allons tracer la droite qui se présentait. Une fois c'est fait, nous savons que la force électrostatique montre du doigt où va se dérouler ensuite notre exercice. La force électrostatique va montrer du doigt où va se situer la suite de notre exercice. Alors, la force électrostatique montre du doigt où va se dérouler la suite de notre exercice. Alors, ici, nous allons représenter une force appelée force électrostatique. Une fois que c'est fait, la force électrostatique est représentée, nous allons poursuivre tout en représentant les différentes informations à travers les différentes questions posées. Le champ E. Nous savons que la particule X N plus A possède une charge positive. Et comment reconnaître que la charge est positive? Il faudrait donc regarder le signe. Ça sous-entend que Q est supérieur à 0. Lorsque Q est supérieur à 0, E et FE sont de même sens. Si E et FE sont de même sens, par conséquent, on aura à dire que E aussi aura une direction et sens suivant. Comme E décroît le potentiel, on aura à mettre là moins et là plus. Et pourquoi? Car E décroît le potentiel. Ça veut dire que E est dirigé de la borne positive vers la borne négative. Alors, chers amis, nous allons donc établir l'étude dynamique. Système. Il s'agira des particules X, N+, d'après le principe. Référentiel. Laboratoire supposé galiléen. Et bilan des forces. Dans la chambre d'accélération, il existe une force appelée force électrostatique.
Chers amis, après l'étude dynamique, nous venons de répondre à toutes les questions posées sur le schéma. Ici, il s'agit donc de la force électrostatique qui montre du doigt où va se dérouler le mouvement. Comme Q est supérieur à 0 à cause de la charge, E et FE sont du même sens. Par conséquent, on constate que E décroît le potentiel. Donc, le système, ce sont les particules, le référentiel laboratoire supposé galiléen et bilan de force, la force électrostatique. Sur ce, nous allons poursuivre la suite. Nous demandons d'exprimer la vitesse V0 des ions en eau en fonction des paramètres cités dans le problème. Chers amis, comment déterminer la vitesse en eau? Nous allons signifier que ici, il s'agissait de P1 et là, de P2. Nous avons aussi signifié que là, il n'y avait pas de point, mais là, il y avait un point haut. Nous avons signifié que FE allait dans ce sens-là et E aussi allait dans ce sens. Pour déterminer la vitesse en haut, il faudrait donc appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Alors, appliquons le théorème de l'énergie cinétique. À quoi vaut le théorème de l'énergie cinétique? Entre un point, par exemple, s'il n'y a pas de point ici, on va appeler entre O', que nous allons mettre, et O. Ce théorème nous dit que la variation de l'énergie cinétique entre O' vers O égale à somme des travaux des forces extérieures. On aura à écrire énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale égale à travail de la force électrostatique. D'après la lecture, lorsque vous prenez le temps de lire, il faudra retenir que le poids des ions devant les autres sont négligeables. Il faudra aussi savoir que les particules quittent en eau sans vitesse. Alors, on aura à dire que ECO' qui vaut 1 demi de M V0' au carré égale à 0. Donc, il restera ECO qui est égal à 1 demi de M V0 au carré. Dans ce cas, on aura à remplacer EC' par sa valeur 0 et l'on obtiendra 1 demi de M V0 au carré égale à travail de FE. Travail de FE égale à la charge multipliée par la tension. Ici, il s'agit de la tension UP1, P2. Lorsque vous lisez le sujet, UP1, P2 est la tension qui va naître dans la chambre d'accélération. On aura à faire passer le 2 là, on aura M V0 au carré égale à 2Q UP1, P2. Là, on va chercher la valeur de V0. On aura donc à écrire 2Q UP1 UP2 sur M. Alors, V0 égale à la racine de 2Q UP1 P2 sur la masse. Sachant bien que, d'après les différentes informations du sujet, on sait que pour déterminer une masse, il faudrait donc utiliser la propriété suivante. X de A existe si simplement la masse égale à ce A multiplié par l'unité atomique, ou du moins la masse égale à grand A multiplié par le nombre d'Avogadro. Voici donc les formules relatives à une masse.
Donc, après lecture et relecture, nous avons donc dit que la masse égale à la grande masse molaire sur le nombre d'Avogadro. Alors, c'est dans cette information que le nombre d'Avogadro vaut 6,02 10 puissance 23. Alors, chers amis, dans le sujet est mentionné que pour déterminer la masse, il faudrait donc utiliser masse molaire sur le nombre d'Avogadro. Masse molaire sur le nombre d'Avogadro. D'après le sujet. Alors, chers amis, voici donc les différentes formules que nous avons. Ici, l'on avait demandé de déterminer V0 d'après les paramètres cités dans le sujet. On aura donc ici tout simplement à dire que V0 égale à la racine de 2U, UP1, UP2, sur remplacer la masse par la masse molaire sur le nombre d'Avogadro. Dans ce cas-là, l'on obtiendra V0 égale à 2QUP1 P2 multiplié par le nombre d'Avogadro sur la masse molaire avec la racine carrée. Ou du moins, il faudrait donc choisir selon le sujet quelles sont les différentes informations pour pouvoir utiliser cette propriété-là. Chers amis, nous venons de résoudre la première question. Nous allons passer à la prochaine question. 2. Particules dans la chambre de déviation. J'avais signifié que dans la chambre de déviation, il n'existait pas le champ électrostatique, mais il existe le champ magnétique. Qui parle de champ magnétique, on parle de champ B. S'il y a le champ B dans la chambre de déviation, c'est qu'il y a une force appelée la force magnétique. Nous allons encore répondre à la question 2. Il nous dit d'indiquer le sens du champ magnétique. B pour que les ions parviennent au collecteur C. Dans un premier cas, il faudrait faire l'étude dynamique. On a donc le système. Les ions Xn+. Une fois que c'est fait, nous allons donc parler du référentiel. Il s'agit de laboratoire supposé galiléen et parler du bilan des forces. Ça voit que dans la chambre de déviation, il n'existe pas de champ E, mais plutôt de champ B. S'il existe des champs B, alors il existe donc une force appelée Fm, la force magnétique. Retenez bien que le champ B existe dans la chambre de déviation, quand le champ E existe dans la chambre d'accélération. Nous allons poursuivre tout en parlant à présent d'indiquer le sens de B. Voici donc la chambre appelée chambre de déviation.
C'est là que nous dévions de O à C. Une fois que c'est fait, il faudra donc continuer le tracé. Une fois que c'est fait, il faudra donc parler de la vitesse V0 qui est. Étant donné qu'on a une trajectoire circulaire, la trajectoire circulaire montre le sens de la force magnétique. Une trajectoire circulaire montre le sens de la force magnétique. Alors, la force magnétique ira vers le bas. Et pourquoi? La force magnétique ira vers le bas parce que la trajectoire circulaire est dirigée vers le bas. Si la trajectoire circulaire était dirigée vers le haut, la force magnétique allait aller vers le haut. Ici, dans notre cas, la force magnétique ira vers le bas. Pour montrer le sens de B, il faudrait utiliser la règle de la main droite ou la règle des trois doigts. Ici, Q est supérieur à 0, alors les 4 doigts iront dans le même sens que V0. Si Q est supérieur à 0, les 4 doigts iront dans le même sens que V0. Donc la vitesse et les 4 doigts iront dans le même sens. Que désigne le pouce? Le pouce désigne la force magnétique. Et si vous voyez la paume, automatiquement, vous êtes en train de dire que c'est sortant. Et si vous voyez le dos de la main, vous êtes en train de dire que c'est entrant. Alors, Q étant supérieur à 0, pourquoi? Car on a une information de XL+, ce qui signifie que la charge est positive. Alors, nous allons représenter les 4 doigts qui iront dans le même sens que V0 et le pouce qui est le pouce qui désigne FM montre que nous voyons donc la paume. Dans ce cas-là, nous signifions que B est sortant. Alors, d'après la règle de la main droite, B est sortant. Pourquoi B est sortant? Parce que les 4 doigts vont désigner V0. Le pouce va désigner FM. Et si vous voyez la peau, ça montre que ça sort. Si vous voyez le dos de la main, ça montre que ça compte. Nous venons donc de simplifier notre sujet tout en plaçant le B. Nous allons par la suite répondre à la prochaine information qui nous demande en 2.2 de déterminer la puissance instantanée de la force magnétique Fm. En 2.2, déterminons la puissance instantanée de la force magnétique. Chers amis, pour répondre à cette question, il faudra donc connaître la propriété de travail de la force magnétique vis-à-vis de la puissance et du temps. Qu'est-ce que l'on sait? On sait que travail de la force magnétique égale à puissance fois T. Alors, nous allons tirer la puissance. La puissance égale à travail de Fm sur le temps. Il faudrait savoir que Fm qui a pour travail W égale à 0. Donc, Fm ne travaille pas. Si Fm ne travaille pas, on aura à dire que le travail de Fm a pour valeur 0. Alors, ça veut dire que 0, si n'importe quelle valeur,
donnera toujours 0. Alors, P égale à 0 watts. Chers amis, nous allons poursuivre. Alors, la prochaine question nous demande ici de déterminer la vitesse VC en C. Il s'agit de la question 2-3. Déterminons la vitesse VC en C. Pas besoin de faire l'étude dynamique, car dans cette partie-là, l'étude dynamique était déjà dressée. La seule force qui existait, il s'agissait de la force magnétique. Donc, nous allons donc appliquer le théorème de l'esthétique entre O et C. Appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre O et C. Ici, nous allons encore matérialiser qualitativement la vitesse qui va mettre au point C. Voici donc la vitesse VC. Si jamais on veut comprendre, c'est que après ce modèle V0, ça part ici et après là, ça rejoint une vitesse VC. Chers amis, après avoir fini d'appliquer le théorème de l'esthétique entre O et C, on aura dit la variation de l'énergie cinétique entre O vers C égale à la somme des travaux des forces extérieures. Nous allons donc avoir énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale égale à travail de Fm. Car dans la chambre de déviation, il existe la force magnétique, c'est-à-dire le champ de l'eau. Dans ce cas-là, on aura un demi de MVC au carré moins VO au carré égale à travail de M de Fm qui est égal à puissance fois P. Or, travail de Fm égale à 0. Pourquoi? Car la puissance égale à 0 watts. Dans ce cas-là, on aura un demi de M VC moins V0 au carré égale à 0. On conclut que Fm ne travaille pas. Du coup, on aura VC au carré moins V0 au carré égale à L qui passera en bas de 0, donc tout donnera ici 0. On a VC égale à V0. Une fois que c'est fait, on aura dit par analogie VO était égal à la radicale de 2QUP1 P2 multiplié par le nombre d'Avogadro sur la grande masse numérique. Alors, ça sous-entend que VC égale à cette écriture-là. Nous allons poursuivre tout en répondant à la question 2-4. Exprimons en fonction de petit m, virgule, de n, virgule de E, de B et de U, la distance OC. Chers amis, il s'agit de déterminer la distance OD. OC est un demi-cercle. Alors, si OC est un demi-cercle, alors que vaut un demi-cercle? Le demi-cercle de O à C vaut le diamètre.
alors est égal à diamètre. Dans notre cas, le diamètre, je vais l'appeler D. Or, diamètre vaut 2 fois le rayon. On aura OC qui est égal à 2 fois le rayon. Le rayon, je peux matérialiser dans notre cas grand R. Alors D égale à 2 fois grand R. R égale à petit r égale à grand R qui vaut le rayon. Dans ce cas-là, je vais montrer que le mouvement est circulaire. Montrons que le mouvement est circulaire. Pour montrer que le mouvement est circulaire, je vais donc dans un premier temps appliquer le théorème du centre d'inertie. Appliquons le théorème du centre d'inertie. Et ce théorème est la deuxième loi de Newton qui est égale à somme vectorielle de force extérieure qui est égale à MAG. Quelles sont ces forces-là? Dans la chambre de déviation, il existe la force magnétique qui est égale à MA, si vous voulez le TG. Alors, l'expression de Fm avec vecteur égale à Q, V vectoriel B. Alors, nous sommes au point C, donc la vitesse c'est VC. Vous allez mettre le terme vectoriel. Alors, nous allons remplacer Fm par sa relation vectorielle qui est égale à MA. Une fois c'est fait, nous allons encore déterminer la valeur de A. On aura A avec vecteur égale à Q VC vectoriel B sur la masse. On a déduit que A égale à Q V B avec C là sur L sans mettre de vecteur. Après, chers amis, cette information pour signifier que une fois que l'accélération vient d'être trouvée, il faut projeter dans la base de Freinet. Projetons dans la base de Freinet. Qu'est-ce que la base de Freinet nous dit? Qu'il y a la normale et la potentielle. Pourquoi il faudrait donc projeter dans la base de Freinet? Car le mouvement est circulaire. Dans ce cas, on aura à dire que si le mouvement est circulaire, nous allons parler de A égale à AN plus AP. Alors, accélération normale égale à la dernière vitesse trouvée, VC au carré sur le rayon de P2. Quant à l'accélération tangentielle égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps, qui donne 0. Pourquoi? Car la vitesse linéaire égale à R fois oméga. Donc la dérivée de la vitesse linéaire qui va valoir égale à 0. Pourquoi? La dérivée de la vitesse, comme R et R et oméga sont des constantes, alors la dérivée donnera 0. On aura A qui est égal à AN et AN vaut VC au carré sur le rayon de Courbet. Alors, suivant la normale, notre écriture va suivre la normale. Parce que c'est la normale qui a valeur. Suivant la normale, on dira que A égale à AN. Nous allons remplacer AN par son équivalent et remplacer A par son équivalent. Une fois que vous remplacez A par son équivalent, vous obtenez QVC B sur R égale à VC au carré sur R. Alors, chers amis, nous allons donc déterminer la valeur de R. R égale à R, VC au carré sur Q, VC B. Nous allons donc tirer R qui est égal à simplification de VC. Il va rester 1 sur VC sur QB. Or,
la charge Q, d'après notre corps qui est égal à XL plus, la charge Q égale à N plus. Ça veut dire cette écriture complétée à E. C'est-à-dire qu'on a NE avec cette partie. Si on avait 2, ça serait 2E. Si on avait 3, ça fait 3E. Si on avait 4, ça fait 4E. Donc ici, on a NE. On aura à écrire R est égal à M VC sur NE multiplié par B. Donc, d'après le diamètre est égal à 2 fois le rayon, or diamètre est égal à OC. OC, donc, vaut 2 fois le rayon. Ce qui signifie 2 fois notre R. Or, R est égal à M VC sur NEB. Alors, OC égale à 2 MVC sur NEB. Nous venons d'exprimer OC en fonction du petit n, de E, de B, de M, et nous allons remplacer le VC par sa relation. Or, VC égale à V0 qui est égal à la radicale de 2QE sur M. On aura donc à écrire VC égale à V0 égale à 2 fois remplacer U par N et on aura NE E sur M. Donc VC égale à radicale de 2 NE E sur M. Une fois c'est fait, partout où nous voyons VC, nous remplaçons par son équivalent. On aura OC égale à 2 fois la masse sur NEB et remplacer le VC par son hypothèse. 2 NEU sur M. Sachez bien que UP1, UP2 vaut la tension dans notre sujet. Alors, une fois c'est fait, on aura OC égale à 2M sur NEB radical de 2NEU sur M. Alors, cher ami, l'on obtiendra là 2 et là, l'on obtiendra tout simplement N et E. Et nous allons faire entrer le N ici à l'intérieur, on aura N au carré multiplié par 2NEU sur M et le B va entrer. Le B, dès que le B entre, ça deviendra B au carré. Car c'était B simplement, si on ça fait B au carré. On aura OC égale à 2 sur NE, racine N, moi c'est simplifié, on aura N ici simplement. Alors, on aura 2 NE sur RU, le tout sur B au carré. Alors, nous allons faire entrer cette information à l'intérieur. OC vaut 2 sur 1 fois N fois 2N fois EU sur B au carré et N et E vont entrer. On a N au carré, E au carré. Une fois que N entre, ça devient N au carré, E entre, E au carré. On a OC égale à 2 racine de M et là fois N signifie le N qui est ici, on appuie le N en haut. E signifie le E, on appuie le E en haut. On aura 2 E sur B au carré multiplié par N fois E. Tout simplement, on peut écrire d'une manière très jolie à voir. On peut faire entrer le 2. On aura M multiplié par le 2 qui entre, qui deviendra 2 au carré, qui deviendra 4 fois 2 U sur N E et B au carré. Du coup, OC 4 fois 2 donnera 8. U, M avec la racine et là N, E, B au carré.
Chers amis, nous allons donc exprimer OC en fonction de U, de M, de N, de E et de D au carré. Chers amis, nous allons suivre. On rappelle que OC, d'après la question précédente, vaut racine carrée de 8U, M sur N, E, B au carré. L'exploitation des données antérieures. Une étude montre que grand X est un isotope, soit Ni2+, Al3+, Cu2+, Ag+. 3.1. Calculons numériquement OC correspondant à chacun des 4 ions. Alors nous allons calculer numériquement OC. On sait d'abord que OC égale à la radicale de 8U M sur NEB au carré. Alors, pour l'isotope X qui vaut Ni2+, on aura à effectuer le calcul suivant. OC égale à racine de 8U M de Ni sur NEB au carré. Or, masse égale à la masse molaire sur le nombre d'Avogadro. Donc cette formule donnera OC égale à la racine de 8U et remplacer M par la masse molaire de Ni sur le nombre d'Avogadro, le tout sur NEB au carré. On aura OC qui vaut 8U masse molaire de Ni sur NEB au carré fois le nombre d'Avogadro. Nous allons faire l'application numérique. OC égale à 8 fois U qui est 1000 fois la masse molaire de Ni qui vaut 59. N. Dans notre cas là, lorsque nous sommes dans l'isotope Ni2+, le petit n vaut 2 parce que nous avons regardé donc ici le 2. On aura donc ici là 1,6 10 puissance moins 19 fois 2 qui vaut 1 fois le nombre d'Avogadro 6,02 10 puissance 23. OC 1,56 et il y a 5 derrière. On fera pareil pour l'isotope X et le deuxième corps est l'aluminium. On aura OC qui vaut 8U fois la masse de l'aluminium 3+, multiplié, divisé par NEB au carré. Or, masse égale à la masse molaire sur le nombre d'Avogadro. On aura OC qui est égal à 8U et nous allons faire pareil ici, masse molaire de l'aluminium NEB au carré multiplié par le nombre d'Avogadro. Il faudrait savoir que N, il faudrait comprendre la charge de l'aluminium. Vous voyez qu'il s'agit de 3+. Donc la présence de 3 que nous voyons là permet de dire que N égale à 3. On aura OC égale à 8U masse molaire de l'aluminium sur notre information qui se trouve là. N est remplacée par 3. 3 fois 1,6 10 puissance moins 19 fois 1 au carré fois
le nombre d'Avogadro. Pour le premier, on avait dit 6,022, 10 puissance 23. Aussi, on aura 8 fois 1000 fois la masse molaire de l'aluminium vaut 27 sur 3 fois 1,6 10 puissance moins 19 fois 1 au carré fois 6,022 10 puissance 23. OC pour l'isotope X correspondant à CU 2 plus. On aura OC qui vaut 8 fois U fois la masse de CU 2 plus O simplement CU sur NEB au carré. Or, masse égale à la masse molaire sur le nombre d'Avogadro. On aura OC qui est égal à 8U et remplacer masse molaire de CU sur NEB au carré multiplié par le nombre d'Avogadro. Sans oublier de dire que dans ce cas, il faut regarder la charge. Ça veut dire que N égale à 2. Alors, il faut regarder le nombre qui se trouve à côté du signe plus. Alors, on a OC qui est égal à 8U masse molaire de CU et là 2EB au carré, nombre d'Avogadro. Remplacer chacun par sa valeur, on aura 8 fois 1000 fois la masse molaire de CU. D'après l'énoncé, on a 63 sur 2 fois 1,6 10 puissance moins 19 fois 1 au carré fois le nombre d'Avogadro 6,022 10 puissance 23. On aura OC 1,617 mètres. Nous allons finir donc par l'isotope argent. Pour l'isotope X égale à Ag+. On a OC qui est égal à la racine carrée de 8U M de Ag sur NEB au carré. Or, M égale à grand M sur nombre d'Avogadro. On aura OC qui est égal à la racine de 8U fois la masse molaire de Ag sur NEB au carré fois le nombre d'Avogadro. Or, dans notre cas, il faut regarder la charge. Le nombre qui se trouve à côté de la charge, il s'agit de 1. Alors, on a OC égale à 8U masse molaire de Ag sur 1 fois E fois B au carré fois le nombre d'Avogadro. On aura en application numérique 8 fois 1000 fois la masse molaire. Ainsi, la masse molaire de Ag vaut 108. 1 fois 1,6 10 puissance moins 19 fois 1 au carré fois le nombre d'Avogadro 6,022 10 puissance 23. Ici, on trouve OC égale à 299,4 cm. Divisons en l'élément X. Nous allons encore convertir centimètres en mètres. On aura mètre et là décimètre et là centimètre. Nous allons donc mettre le dernier 9 dans le carreau de centimètre.
299,4 cm correspond à 2,99 mètres. 299,4 cm correspond à 2,994 mètres. Ce qui est conforme à l'isotope argent. OC vaut à présent 2,994 mètres. Ce qui est conforme à la distance de l'isotope X plus Xn plus ramenant à Ag plus. Il s'agit de l'isotope Ag plus, car sa distance correspond donc à 2,994 mètres. Alors, chers amis, dans ce sujet, j'avais pour but de vous apprendre à comment rédiger concrètement un exercice de force de Lorentz. Si c'est, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.